Bien, pour cette séquence 2, nous allons prendre l'exemple de l'explosion de l'usine AZF à Toulouse le 21 septembre 2001, explosion qui a fait 31 morts, qui est due à l'explosion d'un gros stock de nitrate d'ammonium, un peu comme ce qui s'est passé dans le port de Beyrouth il y a quelques semaines. Et en regardant les journaux dans les semaines qui ont suivi cette explosion, j'ai été étonné d'apprendre que la plupart des dégâts dans les vitres des immeubles concernaient les façades qui n'étaient pas exposées directement à l'explosion, mais qui étaient sous le vent, on peut dire. Des vitres sont parties dans le vide et tous les immeubles ont été affectés dans le secteur de Toulouse. C'est une explosion énorme et il a fallu la production de tous les sites industriels de France qui fabriquaient des vitres pendant 1 an pour réparer les vitres qui ont été endommagées par cette explosion d'AZF en 2001. Donc vous essayez d'imaginer pourquoi ces vitres de ce côté-là sont parties, indépendamment d'autres vitres qui ont pu exploser localement et qui étaient directement exposées au souffle de l'explosion. Mais des baies vitrées entières sont parties dans le vide et essayer de me dire un peu pourquoi, de façon un peu, je veux dire, par intuition, voilà, qu'est-ce qui a pu se passer. En faisant le lien avec tout à l'heure, avec le parasol qui s'envolait. Avec la grosse explosion, on peut penser que les fluides se sont engouffrés dans les couloirs entre les bâtiments, ce qui aurait créé une aspiration entre du coup les accélérations de fluide et qui aurait pu faire exploser les fenêtres sous le vent du coup. Alors on dit très bien, on peut dire exploser les vitres, mais il y en a qui parlent d'implosion. Quand c'est dans l'autre sens, on parle un peu d'implosion. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous avez un fluide à très grande vitesse qui va s'engouffrer entre les bâtiments, et à l'arrière, on a une aspiration ou une dépression. Voilà. Donc on a une dépression qui se forme à chaque fois à l'abri du bâtiment et qui a arraché les vitres et les a projetées dans le vide. Il faut savoir que toutes les règles de construction des menuiseries en France ont été modifiées juste après l'explosion, puisqu'il n'était pas prévu pour des vitres d'être résistantes à une dépression. Elles sont classées en résistance par rapport au vent, à la tempête, à l'eau, à l'air, c'est le classement AEV, mais jamais on n'avait pensé pouvoir construire des menuiseries pour pouvoir résister à une dépression, donc vers l'extérieur. Alors maintenant, la suite de ça, c'est que je vais vous demander de calculer sur une surface de 1 mètre carré d'une fenêtre d'un appartement, d'un immeuble de Toulouse, quelle est la force qui a arraché cette fenêtre, sachant que on peut estimer, mais très 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 grossièrement, qu'à l'intérieur du bâtiment, on avait une pression atmosphérique normale, et on peut dire que peut-être à l'extérieur, on avait 90% de la pression atmosphérique. Ça veut dire qu'il y avait un delta de pression de 0,1 fois la pression atmosphérique. Donc on va faire le calcul ensemble de cette poussée, et c'est impressionnant. Enfin, je ne donne pas le résultat tout de suite, mais on va le faire ensemble. Donc cette notion de pression, une pression c'est une force divisée par une surface. Donc je vais vous demander, est-ce que vous connaissez des unités de pression, des ordres de grandeur de pression, en quelle unité? Des hectopascales du coup. Des hectopascales. Alors qui donne une pression en hectopascales? Les météorologues. Donc voilà, c'est par rapport à la pression atmosphérique, si on est plus ou moins en haute pression ou en dépression, basse pression. Les kilobars. Les kilobars,
Oui. Les kilobars, c'est relativement rare, mais c'est les bars plutôt. Les bars, oui, pour une pression de... Pour un pneu de vélo par exemple, est-ce que vous avez une idée de la pression? Alors moi je mets 5 ou 6. Tu mets 5 ou 6 bars dans un pneu de vélo, dans un pneu de voiture, quand vous gonflez vos pneus? 2 bars, oui, c'est ça environ. Alors le pneu de vélo gonflé à 5-6 bars, c'est les sportifs. Hein. Les champions, c'est 8 bars. Et pour un pneu de voiture, effectivement, 2 bars. Et les minibus de l'école, c'est environ 3,4 bars. Il y a beaucoup plus de masse sur une petite surface de contact, les pneus, sur 4 pneus. Hein. Donc ça nous fait des pressions de 3 bars, 4 bars maximum. OK. Pour un vélo de ville, on va être plutôt autour de 2 bars. Combien je fais de pression, moi, quand je suis sur un talon, sur le talon d'une chaussure? Je veux dire, mes 80 kg vont être répartis sur une surface d'environ 5 cm par 8, donc ça va faire 80 kg divisé par 40 cm². Donc 5 x 8, mon talon fait environ 5 cm par 8 cm, ça nous fait 40 cm². J'ai 80 kg de masse qui sont répartis sur 40 cm². Donc ça va me donner une pression de 2 kg par cm² et environ 2 bars. Voilà. C'est approximativement, on fait la conversion directe, sachant qu'on fait environ 2% d'erreur parce que le coefficient G de l'accélération de la pesanteur, qui vaut 9,81, en fait on l'arrondit presque toujours à 10. Là, ah oui, vous avez des questions sur les pressions, ça va? Bon, allez. En fait, cette pression de 2 bars, qui est souvent la pression d'un pneu de voiture, j'arrondis, hein, c'est aussi la pression que les constructeurs, les promoteurs de maisons individuelles indique dans les contrats de construction d'une maison. Vous souscrivez à la construction d'une maison et le constructeur vous fait un super prix et écrit en tout petit en bas du contrat, attention, ce prix est valable si la portance du sol de votre terrain est au moins égale à 2 bars. Donc si vous avez un sol qui résiste à 2 bars, normalement, vous pouvez construire une maison individuelle à un étage. Elle ne va pas s'enfoncer dans le terrain. Alors, c'est un test très grossier. Hein. Vous allez sur votre terrain où vous voulez construire votre maison. Un jour où il est relativement humide, vous vous mettez en chaussure sur un talon. Vous essayez de rester le plus longtemps possible sur un talon. Si ça s'enfonce, vous pouvez avoir des doutes. Si ça ne s'enfonce pas du tout, vous pouvez dire potentiellement, ce terrain est relativement bon. C'est approximatif. Hein. Je vais vous poser la question des pressions sanguines. Quand vous allez chez le médecin, combien vous faites? Quand vous... Ouais. 7 ou 6, non? Après, Et donne 2 chiffres. Moi, j'ai 13,7, 13,8. Et toi, combien? Je sais pas. Mais attends, on est encore... Ah merde, j'ai fait le truc tout à l'heure. Il fallait couper avant. Bon. Ouais. Je la retrouve parce que... Ouais, excuse-moi. Bon, excuse-moi. Bon. Ah ouais. En fait, il y a 2 pressions. Oui. Vous voyez que quand on disait 15,7, ça voulait dire 15,7. Et non. Et en fait, non, je l'ai appris récemment. Et ben voilà, donc tu vas... du coup, une question. Hein? À Lyon, ce musée qui est en train de couler là, dans le sol, c'est parce qu'il y a les Ah bon? barres du sol n'étaient pas suffisamment. La pression, la portance du sol, je sais pas. Le musée Confluence, il est en train de s'enfoncer? Ouais, ils s'enfoncent, je sais pas. Moi j'ai entendu qu'ils s'enfoncent. Il faut dire qu'ils ont fait des... C'est un aparté, hein, mais ils ont fait des paris audacieux sur le béton armé, avec des portances exceptionnelles qui ont jamais vu. Les architectes ont demandé aux ingénieurs des trucs... et donc je suis à moitié étonné que finalement... s'il y a des détachements, c'est qu'ils n'ont peut-être pas...
Les architectes, c'est pas des ingénieurs, qu'est-ce que tu veux. Bon, des artistes. En France, c'est des artistes. Et Oui. une question par rapport au sol et aux 2 barres. Est-ce que ça dépend du coup de la qualité du sol? Oui. Oui, c'est Ouais, ouais, ouais. Et, Des études géophysiques. et on pourrait presque après refaire un truc sur Madagascar où pour construire un château d'eau, le bureau d'études m'a envoyé des trucs aberrants. Il mettait des portances de 10 bars et Jean-Pierre était sur place. Il me dit, mais c'est pas du rocher. Je lui dis, c'est du rocher ce truc, c'est pas possible. Il me dit, non, c'est un terrain un peu mou. Et en fait, ils avaient fait leur étude sur un copier-coller d'une autre étude. Et voilà, bon. Donc, voilà. Allez, donc je vais vous poser la question maintenant de la pression sanguine. Qu'est-ce que c'est les pressions? La pression sanguine, c'est que quand on vous dit 12, enfin, moi je fais 13, combien 13,7, oui, en général 13,8, 13,7, 12,8, 12,7, 13,8. Et vous, à peu près combien? Je vais vous poser la question. Non, ça vous dit rien? C'est quoi une tension normale? C'est entre si tu as 14 ans, c'est un peu fort. Les hypertendus, c'est à 18, 19. Tu vois? Si tu as 11 ou 10 et 6, ça veut dire que tu n'as pas de tonus, hein, tu es mollassonne, quoi. Enfin. Évidemment, tu vas chez le médecin quand t'es pas bien, donc elle est basse ta tension. Non, oui, bon. Bon, allez, on continue. Bon, on va faire. Vous approchez du micro. Moi, j'ai continué de tourner, là, donc... Ah, merde, ça y est, c'est parti là? J'ai laissé tourner, en fait. Ah bon, ok. Donc, je ne sais pas si c'est des questions ou Ouais, des non, discussions. bon, en discussion. On continue. Oui. Ok, donc maintenant je vais vous demander si vous avez une idée de l'ordre de grandeur de votre tension quand vous allez chez le médecin et qui vous prend l'appareil à tension et il vous donne des chiffres au bout de quelques minutes là. Est-ce que vous avez des ordres de grandeur de chiffres? Il donne 2 chiffres. Je dirais 12,8. 12, 8, 14. 14. Ouais. En fait, il vous donne 2 chiffres. Le chiffre, c'est la pression au moment où la pompe du cœur envoie son jet de sang. Et le chiffre le plus bas, c'est à la faible pression. Hein, donc il y a haute pression. On a alternativement, à la sortie du cœur, une pression, haute pression et basse pression. Et le médecin vous donne les chiffres extrêmes. Et l'unité, en fait, il faut le lire sur le manomètre de l'appareil à tension, c'est des centimètres de mercure en équivalent. Donc vous avez par exemple 13,7 centimètres de mercure, Hg, c'est le symbole du mercure. Et en fait, le mercure est un liquide 13,6 fois plus dense que l'eau. La densité du mercure est 13,6 fois plus forte que l'eau. Ça veut dire que si on vous suspend par les pieds à un plafond, vous avez votre cœur qui est ici, et que votre cœur vous donne en sortie de pompe au moment de la grosse pression, il vous donne 13, vous multipliez le 13 cm de pression par la densité du mercure, et qui est 13,6 fois plus fort qu'aussi la densité du sang, hein, et ça vous donne la hauteur maximale de suspension. C'est-à-dire que si votre cœur il est à moins de 1,60 m de hauteur, par exemple, ben, ça veut dire que le cœur va pouvoir irriguer les pieds. Mais quand vous êtes en basse pression, à 7 cm de mercure, eh ben, vos pieds se vident de sang. Toujours sous ces pressions dans des pneus, si on prend un cycliste de compétition de Tour de France, par exemple, il a souvent ses pneus gonflés à 8 bars. Si l'ensemble du cycliste, de son vélo et des bidons qu'il porte fait 80 kg, ça veut dire que la surface de contact au sol des 2 pneus cumulés est de 10 cm² ou 8 kg par cm². Et globalement, ça va faire environ 6 cm² sur la roue arrière et 4 cm² sur la roue avant, vu l'équilibre des masses, le poids sur la selle. Ça veut dire qu'en cas de pluie, la surface de contact est infime, 1 cm de long sur 4 cm
et 1 cm de large sur 6 cm de long. Ça vous fait des surfaces de contact très faibles, donc des risques de dérapage et d'accident. Souvent, sur les pneus de vélo, est indiquée la pression de gonflage maximum en PSI, unité anglaise, qui veut dire P c'est pound, S c'est square, c'est-à-dire carré, inch, le pouce carré. Donc il faut prendre une pound anglaise de 453 grammes par un pouce carré, et un pouce fait environ 2,5 cm. Et globalement, quand on fait les conversions, environ 100 PSI correspondent à environ 7 bars. Mais j'ai vu des pneus de vélo fabriqués en France avec aucune indication de la pression de gonflage en français ou en unité internationale, et avec la pression indiquée en PSI, il faut le savoir. Quel est le risque si on gonfle trop ces pneus? C'est la résistance mécanique du pneu qui peut éclater. Voilà. Ou s'il est vieux, qu'il a commencé à avoir moins de résistance, il peut éclater. Les cyclistes les gonflent aussi fort pour être plus rapides? Voilà, pour avoir moins de frottement. Oui. Oui, et du coup, parce qu'aussi le sol est lisse, s'il y a des petits cailloux, s'il y a des petits fragments, ça... Plus ton sol est dur et uniforme, mieux c'est. Après, je pourrais vous donner l'exemple, si c'est sur du sable. Sur du sable, il faut que tu dégonfles tes pneus. Quand tu vas à la plage, tu dégonfles tes pneus pour ne pas s'enfoncer. Oui. Je dis ça parce que moi, quand je gonfle mes pneus très fort, une fois quand je suis sur la route et il y a des petits cailloux, le pneu, il peut vite... Oui, aussi, oui. Il y a moins de tenue de route parce que la surface de contact est plus faible. Donc tu peux... Bien, alors maintenant, on va revenir quelques siècles en arrière pour expliquer l'expérience d'un Italien, Torricelli, qui a essayé de mesurer la pression atmosphérique. Il a pris un bac de mercure, un tube transparent qu'il a immergé dans ce bac, et ensuite il a bouché l'extrémité du tube, il l'a mis en vertical, il l'a lâché juste en le tenant pour pas qu'il bascule, et il s'est aperçu que la hauteur du tube était de 760 mm de mercure. Il était en équilibre à cette hauteur-là. Donc c'est comme ça qu'on a mesuré la pression atmosphérique. C'est une unité en millimètres de mercure qu'on pourra après, tout à l'heure, convertir en centimètres de hauteur d'eau, connaissant la densité du mercure de 13,6. Donc c'est ce qu'on appelle le baromètre, c'est-à-dire un instrument pour mesurer la pression baromètre. On a aussi des manomètres plutôt pour les pneus et les réseaux d'eau potable ou les réseaux sous pression, on est plutôt en manomètre. Cette hauteur peut varier suivant les jours. Donc chez vous, vous lisez sur un baromètre la hauteur du mercure, quand c'est un baromètre à mercure. Vous avez donc cette valeur qui peut changer relativement fréquemment de 10, 15, 20% quand on est en des fortes dépressions ou en haute pression. Quand un anticyclone est là, on a des hautes pressions et on peut avoir donc facilement 770, 780 et en dépression on peut descendre facilement à 735 ou 740 mm de mercure. Revenons à 1643 pour l'expérience du baromètre de Torricelli. À la surface du liquide, on a la pression atmosphérique. Et tout en haut du tube, en fait, on a cette notion qui n'existait pas à l'époque de Torricelli, qui est le vide absolu. Mais à l'approche du vide, tout liquide passe en vapeur. Donc en fait, dans ce tube tout en haut, ce n'est pas de l'air, c'est de la vapeur de mercure. Voilà, donc on n'a jamais le liquide plein jusqu'en haut, on a une petite vaporisation qui se forme tout en haut du tube. Si on n'avait pas le mercure avec cette densité très élevée de 13,6, on pourrait remplacer ce baromètre par un tube rempli d'eau, avec un bac rempli d'eau. On imagine une grande piscine, un grand tube en verre,
on le plonge, on le lève, on le maintient, et on verrait ce tube indiquer une hauteur de pression atmosphérique. Quelle est la hauteur que devrait avoir le tube en verre rempli d'eau? Eh bien, vous appliquez la densité du mercure, vous multipliez par 13,6, et il nous faudrait un tube de hauteur 10,33 m quand on fait le produit. Et je mets CE, ça veut dire colonne d'eau. Donc la pression atmosphérique, si on la mesure avec du mercure, on obtient 760 mm de mercure au niveau de la mer dans des conditions normales. Si on la mesurait avec un tube de hauteur 10,33 m, on aurait cette pression atmosphérique aussi en colonne d'eau. On voit dans certains textes des pressions exprimées en mètres de colonne d'eau, parce que ça figure un peu la pression dans un tuyau. L'unité standard disait des pressions, c'est le pascal, et 1 pascal correspond à la pression exercée par une force de 1 newton sur une surface de 1 mètre carré. Si on convertit cette hauteur de 10,33 m de colonne d'eau et qu'on mesure qu'on calcule le poids de la masse d'eau dans le tube sur une surface et qu'on applique le coefficient G de l'accélération de la pesanteur de 9,81, on obtient la conversion que 10,33 m de colonne d'eau arrive à une pression de 1013 hectopascales. Donc notre pression atmosphérique standard au niveau de la mer, mesurée à 760 mm de mercure par un baromètre domestique, est convertie en unité utilisée par les météorologues de 1013 hectopascales. En temps normal, la pression atmosphérique est de 1013 hectopascales au niveau de la mer. On a relevé des hautes pressions extrêmes en Sibérie de 1086 hectopascales et des dépressions énormes minimales, des pressions minimales de 870 hectopascales. Ce sont vraiment les valeurs extrêmes de la pression atmosphérique à la surface du globe, rapportées au niveau de la mer, toujours. Je laisse tourner, tu veux faire une petite plongée? Bon, ensuite, on va revenir là, et puis, donc vous allez faire on va revenir à la vitre, à la fenêtre. On va la faire ici, voilà. Donc là, je vais écrire, puis après vous allez continuer le calcul. Donc 0,1 fois la pression atmosphérique. La pression atmosphérique, c'est 1 bar, 1 kg par centimètre carré. Donc ça fait la pression atmosphérique, ça fait, on va dire, vous allez me dicter 0,1 fois 1 kg par centimètre carré, donc ça va me faire 100 grammes ou 0,1 kg. La différence de pression, hein, c'est 0,1 kg par centimètre carré. Et donc la force, ça va être le delta P multiplié par la surface. Delta P, on va l'avoir ici, 0,1 kg par centimètre carré. Et la surface ici, c'est 1 mètre carré égale 10 000 centimètres carrés, 100 fois 100, hein, 100 cm par 100 cm, hein, 10 000 centimètres carrés. Donc on va faire là, après ici, donc ça va me faire
Ici, j'aurai 0,1 kg multiplié par 10 000. 0,1 fois 10 000, et on aura 1000 kg comme résultat. Hein? Revenons aux unités. Le bar vaut 1000 hectopascales, ou 10 puissance 5 pascal, donc 100 000 pascal. On l'arrondit souvent donc à 1 kg par centimètre carré, ou à une atmosphère, qui est une unité qui existe aussi sur les appareils de compression d'air. Si je reviens à mon calcul de la force d'arrachement sur une fenêtre de 1 mètre carré, soumise à une différence de pression avec la pression atmosphérique à l'intérieur et une dépression extérieure due à l'explosion d'AZF, on va avoir 90% de la pression atmosphérique à l'extérieur, donc une différence de pression de 0,1 fois cette pression atmosphérique. Si je fais le calcul, donc je vais avoir 0,1 fois 1 kg par centimètre carré. Donc je vais avoir voilà, 0,1 kg par centimètre carré. Maintenant, je vous demande de calculer la force d'arrachement. Donc j'ai delta P qui vaut 0,1 kg par centimètre carré. Ma surface en centimètres carrés, 10 000. Donc la force d'arrachement, 0,1 fois 10 000, ça va faire 1000 kilos. C'est comme si j'accrochais à ma fenêtre, ici, avec une poulie, une voiture de type Clio qui pèse 1 tonne. On comprend maintenant que, en supposant une dépression de l'ordre de 0,1 fois la pression atmosphérique, 10%, qui est tout à fait plausible pendant quelques secondes juste après l'explosion, on comprend maintenant très bien que n'importe quelle surface de fenêtre n'est pas faite pour résister à un arrachement d'une tonne par mètre carré. Souvent, on prend pour la construction d'un sol, pour un bâtiment public, 300-400 kg par mètre carré au niveau de la résistance des sols. Et là, on demande à une fenêtre de résister à 1 tonne par mètre carré. Donc c'est monstrueux, et ce qui explique pourquoi il y a eu autant de dégâts sur les vitres et porte-fenêtres de tous les immeubles de Toulouse. Bien, maintenant, on va changer de fluide. On va remplacer l'air qui circulait entre les immeubles à Toulouse au moment de l'explosion d'AZF par un courant dans une rivière ou un fleuve, avec des piles de pont par exemple. Et on imagine ce qui va se passer si le courant devient très fort, et la catastrophe de l'arrière-pays niçois nous rappelle un peu ces phénomènes de turbulence extrêmes. Et on peut donc supposer qu'on va avoir à la face exposée à la dépression de chaque pile d'énormes arrachements de matériaux, et on peut très bien déchausser des piles de pont par arrachement progressif de tous les matériaux qui vont partir dans la rivière, soulevés, aspirés par le courant d'eau. Moi, j'ai vu sur des exemples dans un château historique à Vaux-le-Vicomte en Seine-et-Marne, des dalles de plusieurs centaines de kilos d'un passage à gué, traversé par un petit ruisseau, arrachées, déplacées à la fois par la poussée d'Archimède qui a tendance à soulever les pierres, mais surtout par ces phénomènes d'aspiration qui ont complètement éliminé tout le sable et le ciment qui tenaient les grosses pierres, et les pierres ont été déplacées de plusieurs mètres alors qu'elles devaient faire 300 ou 400 kilos.